Salut les petits potes, c'est Delcor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour 4 threads d'horreur. Et aujourd'hui j'ai pas de questions pour vous puisqu'en fait, aujourd'hui c'est une vidéo bonus. C'est une vidéo qui ne sort pas normalement. En ce moment je fais les vidéos le mardi et le jeudi pour sûr et après, voilà. Cette année j'essaye de pas faire que ça, que des vidéos, vous sortir que des vidéos, vous blinder de vidéos. J'ai senti en fin décembre, bon, il y avait le calendrier qui jouait, et aussi en début janvier qu'au final j'étais en mode, bon ça fait beaucoup là. J'étais en mode faut que tu t'écoutes mon petit coco. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai calmé un petit peu le rythme de parution en ce moment. Mais là, en ce moment, je me sens bien, je fais en fonction de mon ressenti, et du coup, petite vidéo bonus pour aujourd'hui. J'espère que vous allez kiffer, si vous voulez me remercier, vous savez, petit pouce bleu et abonnement, et puis commentaire. Vous savez quoi, on va pas perdre plus de temps, et je vais directement commencer avec la première histoire. Alors prenez votre meilleur chocolat chaud et installez-vous confortablement. Là, c'est l'histoire de ce qui est arrivé à Christian pendant ses vacances d'été il y a quelques années. Il était avec deux potes en vacances, pas loin d'un massif montagneux. Il savait que quand les conditions sont bonnes, on peut voir les étoiles et la Voie lactée super bien depuis le sommet du massif. Comme le point culminant est accessible en voiture et que la route est complètement déserte, ils se disent qu'ils vont y aller parce qu'ils kiffent l'astronomie. Ils prennent la bagnole vers 23h, se tapent 1 heure de route et arrivent sous une nouvelle lune, donc vision nickel des étoiles. Par contre, il fait nuit noire, ils montent les routes sinueuses de la montagne et finissent par arriver en haut. Pendant le trajet, ils se sont mis dans un mood horreur à faire les cons. Ah, c'est la route de Shining, si on croit Jason Voorhees, on parle chinois. Bon, vous voyez, des petites conneries dans le genre. Une fois en haut, ils garent la voiture à une dizaine de mètres de la forêt et restent juste à côté. Au loin, ils voient des lumières rouges et se disent que c'est probablement un radar militaire vu qu'ils sont au sommet. Rien d'inquiétant. Ils s'installent, commencent à discuter. Un des potes hurle pour tester l'écho. Il y a bien un écho. Ils continuent de regarder les étoiles, tranquilles, quand ils entendent des bruits dans la forêt. Des craquements de branches, des feuilles qui bougent. Rien de bizarre, c'est l'heure où les animaux sortent. Puis, en scrutant le ciel, ils repèrent un point lumineux qui bouge. Mais il clignote pas, donc c'est pas un avion. Il fait aucun bruit et il se déplace en zigzag, super vite et proche du sol. Là ils se disent ok, il y a une base militaire à côté, les mecs nous ont entendu hurler à minuit, c'est normal qu'ils viennent checker. Donc ils pensent que c'est un drone militaire. Mais ce qui aurait dû les faire tiquer, c'est que normalement, les militaires viennent en jeep avec une équipe pour faire une levée de doute. Christian, il a appris ce terme plus tard en discutant avec un pote militaire. Ils se mettent à faire de grands signes au drone pour le saluer. Comme des teubés, c'est lui qui le dit. Après 5 minutes, il vérifie sur Google et voit qu'il n'y a aucune installation militaire. Juste une antenne relais TV. Et là, il commence à flipper. Attendez, mais pourquoi il y a un drone qui nous tourne autour sans aucune raison? C'est quoi ce délire? D'autant plus qu'un drone civil à l'époque ne pouvait pas aller à plus de 5 km. Donc l'émetteur est forcément proche. Christian, qui ne croit pas aux petits hommes verts, commence à se poser des questions. Encore 5 minutes passent et le drone se met en vol stationnaire, planqué derrière les arbres. Puis, il disparaît de leur champ de vision. Christian commence à se dire qu'il faut préparer une sortie de secours. Alors il ouvre la voiture pour pouvoir déguerpir au cas où. Mais les bruits dans la forêt continuent. Et là, il capte un son qui lui file un frisson dans le dos. Une respiration forte et pénible. Mais pas une respiration animale. Un souffle humain très clair avec le même volume sonore à l'inspiration et à l'expiration. Rien à voir avec un sanglier ou un gros herbivore. Il réagit au quart de tour, il ouvre le coffre et sort sa carabine de chasse. Il était venu chasser le cerf pendant ses vacances. Heureusement, il a monté un viseur thermique dessus, un bon matos qui lui a coûté une blinde. Il scrute la forêt à travers la thermique et là, il les voit. 2 types accroupis à la lisière de la forêt à 15 mètres, cachés à la va-vite derrière un buisson. Ils ont rien sur le visage et tiennent quelque chose dans les mains. Mais il voit mal à travers la thermique. Là, Christian, il se sent dans un western. Il attrape une poignée de cartouches dans son coffre et les charge discrètement, une à une dans le magasin de sa carabine. Puis d'un coup sec, il arme son flingue, vise la terre devant eux pour être sûr qu'il n'y ait pas de ricochet et hurle « Allez vous faire mettre !» Il tire un grand coup, puis un deuxième. Le bruit est à défoncer les tympans. Normal, c'est un calibre conçu pour chasser le bison. Pour donner une idée, c'est une levée action en calibre 45-70, un truc de cow-boy. Je sais pas du tout ce que c'est, pour être honnête. Ses potes restent plantés en mode mais qu'est-ce qui se passe bordel? Ils comprennent quand ils entendent les mecs détaler comme des lapins dans la forêt.
Christian gueule, les gars, dans la voiture, vite. Il saute dans la bagnole, en 5 secondes, il a mis le contact plein phare. Ils descendent à fond les ballons, Dieu merci, ils roulent en essence, le moteur démarre direct. Et là, c'est à celui qui respirera en premier. Aucune nouvelle depuis. Ils n'ont pas prévenu la police parce qu'ils se sont dit que de toute façon, ils étaient déjà en sécurité maintenant. Et qu'ils n'étaient même pas sûrs qu'ils les croient ou qu'ils aient la déterre d'envoyer un hélico pour checker à 1h du matin. Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire. Maintenant, en fait, c'est une histoire abonnée. Et il m'en a envoyé 2. Donc là, c'était la première. Et là, on va voir la seconde. Voilà, c'est l'histoire d'un abonné. Donc déjà, un grand merci à lui. L'histoire que Christian raconte est arrivée à son groupe d'amis il y a une dizaine d'années. Avec les amis de sa génération, ils ont pour l'habitude dans son village de faire ce qu'ils appellent des soirées caillasses. C'est-à-dire qu'ils s'amusent à prendre du papier toilette mouillé ou des fruits pourris et à les jeter sur des voitures, en espérant avoir une réaction et donc une petite dose d'adrénaline. Il tient à préciser qu'il sait que c'est con de faire ça, mais en tant qu'ado, il trouvait ça drôle. Personnellement, il n'est pas de ceux qui caillassent et il n'a pas le courage de prendre ce risque. Il se contente d'accompagner ses amis tout en profitant de la dose d'adrénaline. Pour éviter de se faire reconnaître, ils ont appris les voitures des habitants du village, afin d'éviter qu'on parle trop d'eux, ou d'éviter de caillasser des gens qu'ils connaissent. Depuis un certain temps, la génération d'1 an après eux commence à les imiter. Un soir de fin d'été, ils se mettent dans un de leurs coins préférés pour faire ça. Une petite place dans les abords du village, avec un petit radar qui mène directement sur un plateau en contrefort avec un champ de maïs. Une ferme entourée de champs, pour être exact. C'est une ferme habitée par un vieux paysan qui doit avoir pas loin de 80 ans, puisqu'il est né fin des années 1920. Paix à son âme, il est aujourd'hui décédé. C'est son fils qui habite un peu plus loin qui exploite les champs. Ils le connaissent bien puisque c'est un petit peu leur père castor à eux. Avec les copains, souvent ils sortent dans le village et vont souvent le voir. Il leur raconte des histoires de la Deuxième Guerre, comment il est entré dans la résistance, dans les maquis. Quand ils étaient petits, il leur faisait caresser les cochons, nourrir les poules, des petits trucs dans le genre. Et détail qui a son importance, il a plusieurs carabines de chasse dans sa maison. C'est d'ailleurs lui qui apprend à Christian à tirer à 14 ans. Avec d'autres copains, il tire sur des canettes de bière à la .22 LR dans sa cour. Jusqu'ici, ils n'ont eu aucune réaction. La plupart des gens ne s'arrêtent pas et ont peur d'un guet-apens. Sur le coup de 22 heures, ils voient arriver un petit berlingot qu'ils savent appartenir à une famille de gens qu'ils savent complètement cintrés. Ils vivent à 5 ou 6 dans une caravane, dans un camp de gitans, installé dans les champs en bas du village. La moitié des hommes de la famille sont en prison, peu fréquentables donc. Une fois, ils ont tiré à la grenaille de plomb pour chasser les oiseaux, sur une mère et sa fille qui vendent au porte-à-porte des biscuits pour le sou des écoles. C'est une association qui permet de récolter des sous pour l'école pour faire des activités pour les gosses, sorties pédagogiques, kermesse, petits buffets pour Noël. Bon, il n'y a pas eu de blessés, mais une belle frayeur pour la maman et sa fille. Forcément, quand ils voient cette voiture passer, ils se disent « celle-là, on la touche pas ». Mais ceux de l'année suivante qui se sont postés presque à côté d'eux, ils la caillassent. À ce moment-là, ils entendent un grand bruit de pneus qui crissent, typique d'un freinage bien fort. Ils montent alors le fameux radar pour atteindre le champ de maïs en contrefort. Pendant qu'ils montent, ils entendent une marche arrière nerveuse et le moteur qui se coupe. Ils entendent les portières qui s'ouvrent et se ferment, puis des bruits métalliques dont ils ignorent à l'origine. Le temps file 5, 10, 15 puis 20 minutes. À ce moment-là, ils voient un des frères de la famille, barre de fer à la main, qui arrive en bas du radar. Ils sont directement repérés car ils ne se sont pas vraiment cachés. Puis ils l'entendent hurler. « Ils sont là, je les ai !» Et le gars commence à monter le radar. Ni une ni deux, il commence à s'enfuir dans le champ. Les maïs sont hauts et presque à maturité, début septembre, donc ils avancent à l'aveugle. Il a le souvenir de la sensation avec l'adrénaline, malgré sa condition physique, loin d'être celle d'un athlète, d'avoir pu courir en pleurant Dieu sans jamais s'arrêter. Parce qu'en plus, à ce moment-là, si tu te fais attraper ou si tu te trébuches, t'es mort. Donc t'as peur de pas revoir un de tes potes, qu'il se fasse tabasser à mort, mais tu as encore plus peur pour toi. Donc tu cours. Le paysan qui vit dans la ferme a 2 gros malinois, et ça, à l'époque où avoir un malinois, c'est pas à la mode. Donc ceux qui en ont, tu sais que c'est pas des brelots. Ils commencent à aboyer en entendant ce qu'il se passe. Le paysan, entendant ses malinois et voyant le bordel que c'est dans son champ, prend son express 2 coups, puis tire dans le champ. Une de ses balles brise la vitre d'un restaurant plus loin, ce qui fait sonner l'alarme. À ce moment-là, Christian a réussi à se cacher dans le hangar sans être inquiété par ses malinois qui le connaissent très bien.
Il apprend le lendemain que les propriétaires du restaurant ont appelé la gendarmerie, ce qui a eu pour effet de désarmer la situation. Pour laisser passer l'orage, il n'ose pas ressortir dans le village, donc il passe la nuit dans les bottes de paille, des blés de début août entreposés à l'abri dans le hangar. Et c'est comme ça que se termine cette histoire. Ah bah ouais, ils ont voulu faire des conneries et du coup ça a failli se retourner contre eux, hein. Clairement, plus de peur que de mal, si je puis dire, heureusement. Voilà, encore un grand merci à toi de nous avoir partagé ton histoire. D'ailleurs, si vous aussi vous voulez partager une histoire, ça se fait sur delcorstory@gmail.com. Et si je ne vous réponds pas de suite, c'est normal, j'attends d'en avoir une petite dizaine généralement. D'ailleurs là, je commence à être vers 8. Donc si vraiment tu veux envoyer ton histoire, c'est maintenant. Comme ça, je pourrais sûrement la lire, quoi. Allez, on passe au prochain thread. Je suis flou. Je sais pas pourquoi il veut le background, surtout. Je comprends pas qu'il y a un visage là, tu sais. Non? Moi? Ah non, tu vois, il veut absolument... Pas moi. Ah voilà, je reflou. Parce qu'il préfère Minato. Au bout d'un moment, Minato, je vais le bouger. Voilà. Je vais tourner les threads comme ça. Claudia, elle a une grande famille et ils sont super proches. Quand elle est au lycée, sa tante sort avec un mec qui a l'air hyper riche. Mais personne ne sait trop ce qu'il fait dans la vie. Honnêtement, en y repensant, c'était pas si compliqué à deviner. Un jour, Claudia a demandé à sa tante de lui présenter son copain. Ils discutent et elle lui parle de l'idée de bosser pour lui. Le mec accepte sans rentrer dans les détails. Du coup, elle commence à bosser pour lui, à vendre des trucs à des gens qu'elle connaît. Elle est dans un lycée où, bien évidemment, la substance, c'est un peu partout. Claudia connaît des gars qui disent déjà consommer ce genre de trucs. Alors, elle leur propose d'acheter à travers elle. Ce qui la choque, c'est qu'ils commandent des quantités énormes. Elle pose pas de questions, elle prend les commandes et basta. Elle se fait environ 3000 $ par mois. C'est pas non plus de quoi partir à la retraite, mais pour une gamine de 17 ans, c'est énorme. Claudia, elle nous dit qu'elle joue pas les grandes avec son argent, elle essaye de rester discrète. Enfin, c'est ce qu'elle pense, mais elle peut jamais être sûre que personne n'ait rien remarqué. Un samedi matin, elle va à la nif d'une copine. Rien de fou, hein, juste un petit déj sympa. Sur le chemin du retour, il y a un type qu'elle connaît pas qui s'arrête à côté d'elle. Il sort de la voiture, bien habillé, un peu plus vieux. Quand il sort, Claudia se dit direct: ah non, je sens que c'est un policier. Il a une vibe de flic, genre il se tient comme eux. Elle se prépare à se rendre parce qu'elle se dit qu'elle pourra jamais s'échapper. Mais là, le mec sort un couteau, un cran d'arrêt, et il lui sort: file-moi ton sac. Il rajoute un petit truc en disant: fais pas l'idiote ma fille, je sais que t'as du fric. T'inquiète pas, ça peut être facile si tu me donnes juste ton sac. Et là, forcément, Claudia elle est figée. Pas vraiment par peur, mais comme si son corps savait pas quoi faire. Elle ressent une sorte de soulagement bizarre, genre ok, au moins c'est pas un vrai policier. Puis quand il lui dit que tout va bien se passer, elle se calme un peu. Elle lui répond: ok, je peux te filer mon fric, mais mon sac, il y a mon téléphone, des photos et d'autres trucs dedans. Le mec accepte, Claudia ouvre son sac et elle sort tout son argent, environ 200 $. Lui, il la fixe pendant qu'elle fait ça. Il prend le fric et lui dit un truc du genre: si tu dis ça à quelqu'un, t'inquiète pas, je le saurai. Puis il se barre. Claudia, elle reste calme tout le chemin du retour, comme si son cerveau avait mis la panique en pause. Mais le lendemain matin, ça la frappe. Elle réalise qu'elle vient de se faire agresser. Et là, c'est la crise. Elle se met à trembler, à pleurer. Même aujourd'hui, rien que d'y repenser, elle en a des frissons. Elle sait toujours pas si le mec voulait dire qu'il était au courant pour ses petits trafics, ou si c'était juste une menace comme ça au hasard. Mais en tout cas, ça l'a secouée. Finalement, Claudia décide de tout arrêter. Elle en parle au copain de sa tante, elle lui dit qu'elle peut plus continuer à vendre de la substance. Trop peur. Lui, il lui dit: ok, envoie-moi juste tes clients. Elle fait ce qu'il demande et elle arrête tout. Ça fait presque 10 ans maintenant qu'elle a tourné la page. Et elle a jamais regardé en arrière. Au fond, elle se dit que ce mec-là, qui l'a agressée,
et ben il lui a peut-être sauvé la vie sans même le vouloir. Et c'est comme ça que se termine ce thread. Alors je comprends son point de vue où elle dit peut-être je sais pas dans quel trafic elle était. On sait que c'est de la substance, on sait pas si c'est on va dire la un peu moins forte, celle qui est la plus connue un peu moins forte, ou si après bon sinon elle était déjà dans un gros truc. Mais imaginons qu'elle était dans la plus petite. Bah, peut-être qu'au bout d'un moment elle serait passée sur des trucs un peu plus corsés. Et après, c'est des délires un peu sombres. Et du coup, peut-être qu'elle serait allée dans des trucs chelous. Donc forcément, bon, c'est pas bien de l'avoir agressée. Hein, mais c'est elle qui le dit. L'agresseur qui m'a sauvé la vie. Moi, je reprends juste son titre. Donc voilà. Allez, prochain thread. Paul, il a 17 ans lorsqu'il vit sa toute première expérience sociale vraiment glauque. Il a grandi à la campagne et pour ses études, il a dû prendre une chambre d'étudiant en ville. C'est un mode de vie tout nouveau pour lui. Il n'a pas encore pris ses repères. En septembre, un Emmaüs à quelques kilomètres de son appartement propose une grande réduction pour tous les étudiants. Mais pour s'y rendre, il doit prendre le tram et marcher encore 20 minutes puisqu'il n'a pas de voiture. Ce jour-là, il prend donc le tram, musique dans les oreilles, descend et commence à marcher. Il lui reste environ 400 mètres avant d'arriver à la boutique quand il aperçoit un homme d'une cinquantaine d'années sur le trottoir opposé. Cet homme le fixe avec un sourire qu'il trouve malsain. C'est pas un sourire de joie ou de gentillesse. En même temps, l'homme tient son téléphone à l'horizontale, comme s'il écoutait un message vocal ou était en appel. Paul préfère ignorer et continue de marcher. Malgré tout, il coupe sa musique pour rester vigilant, par simple paranoïa. 10 secondes passent. Il décide de regarder un bâtiment pour vérifier si l'homme le fixe encore. Malheureusement, c'est le cas. Même regard insistant, même sourire étrange, même posture figée avec son téléphone. Paul prévient aussitôt sa petite amie pour que quelqu'un soit au courant si jamais il lui arrive quelque chose. Une trentaine de secondes plus tard, il arrive enfin à l'Emmaüs sur sa droite. Il ouvre la porte et par réflexe jette un dernier regard derrière lui. Mauvaise surprise, l'homme est en train de traverser la route dans sa direction. Par chance, Paul connaît déjà l'Emmaüs, il se dirige directement vers la section vêtements, l'endroit le plus ouvert du magasin. Il fait semblant de fouiller dans les habits tout en regardant un œil sur l'entrée. Rapidement, il aperçoit les vêtements du vieil homme qui vient d'entrer et qui s'arrête net à l'entrée de la pièce. Paul se pose deux options, l'ignorer en espérant qu'il s'en aille ou le confronter devant tout le monde. Il choisit d'abord de l'ignorer, prêt à agir si besoin. 20 longues minutes passent, l'homme ne bouge toujours pas. Il reste figé, orienté vers lui. Puis enfin, il disparaît. Paul attend encore plusieurs dizaines de minutes par précaution avant de finaliser ses achats et de partir. En sortant, il reste méfiant. Et si cet homme était vraiment en appel? Et si c'était pas une coïncidence? Il accélère le pas, écoute attentivement les bruits autour de lui. Et il rejoint son arrêt de tram sans encombre. Rentré chez lui, il se pose encore 1000 questions. Cet homme voulait-il vraiment lui faire du mal? Est-ce qu'il l'avait suivi par pur hasard ou est-ce que c'était intentionnel? Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais eu de réponse. Et puis nous, on n'aura pas la réponse à ça. Parce que clairement, soit le gars, il allait à Emmaüs et donc il était en appel, machin, il était en mode nanani. Soit, en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'à un moment, pourquoi il rentre dans la pièce, il est là, il le fixe et il fait rien. Je veux dire, imaginons que c'est une coïncidence, toi aussi tu dois aller à Emmaüs. Tu fouilles, tu fais tes trucs même en appel, tu vois. Parce que, je sais pas, bref. Allez, prochain thread. Lana, 16 ans, rentre du lycée un vendredi soir avec juste une idée en tête. Se poser tranquille après une semaine de cours épuisante. Et je pense qu'on peut tous et toutes la comprendre. Le soleil commence à se coucher, laissant la ville dans une ambiance de pénombre assez inquiétante. Ses parents sont partis pour le week-end à un mariage dans une autre ville. Alors, elle sait qu'elle va être toute seule à la maison, ce qui la dérange pas d'habitude. En marchant sur le trottoir, écouteurs vissés dans les oreilles, elle commence à sentir un truc bizarre, comme si quelqu'un la regardait. Par réflexe, elle jette un coup d'œil discret derrière elle et aperçoit un homme avec un grand manteau sombre. Il marche à une trentaine de mètres derrière. Elle pense d'abord que c'est juste une coïncidence, mais il a l'air de suivre chacun de ses mouvements. Elle accélère un peu en espérant que ce soit juste son imagination, mais le type accélère aussi. Son cœur s'emballe de plus en plus. Pour voir si elle se fait vraiment des films, elle décide de prendre un chemin plus long et de faire quelques détours. À chaque tournant, il est là, à la même distance, sans jamais la lâcher des yeux. Elle panique et finit par courir jusqu'à chez elle, un vieil immeuble avec une porte en bois massif. En arrivant devant, elle jette un regard en arrière.
L'homme est là, planté à l'angle de la rue, la fixant, sans bouger. Tremblante, elle ouvre rapidement la porte et se précipite à l'intérieur, verrouillant derrière elle. Elle monte les 3 étages en courant, se jette dans son appart et verrouille toutes les portes et fenêtres, essayant de se calmer en se répétant qu'elle est en sécurité maintenant. La soirée passe lentement, chaque bruit extérieur la fait sursauter. Vers minuit, alors qu'elle essaye de se distraire devant la télé, un bruit étrange vient de la porte d'entrée. On dirait que quelqu'un essaye de forcer la serrure. Son cœur se met à battre à toute allure. Elle éteint la télé et s'approche discrètement de la porte pour regarder par l'œilleton. Et là, elle le voit. C'est lui, le type au manteau sombre qui essaye d'ouvrir la porte. La peur la paralyse un instant, mais elle réussit à attraper son téléphone et appelle la police. En attendant qu'ils arrivent, elle prend un couteau de cuisine et se cache dans un placard, priant pour que la porte tienne bon. Les minutes paraissent des heures, elle entend encore les bruits à la serrure, les tentatives du type pour entrer. Soudain, il commence à frapper violemment à la porte en criant des trucs incompréhensibles. Puis les sirènes de la police retentissent au loin. Les coups s'arrêtent net, suivis de bruits de pas rapides dans l'escalier. Mais là, au lieu de sentir le soulagement, elle entend à nouveau des pas revenir vers la porte. Le type semble essayer de se dépêcher avant que les flics arrivent. Paniquée, Lana réalise qu'elle doit sortir de là tout de suite. Son appart est au 3e étage, mais il y a un arbre avec des branches épaisses juste à côté de la fenêtre de sa chambre. Sans trop réfléchir, elle ouvre la fenêtre, se glisse sur le rebord, prend une grande inspiration et saute pour attraper une branche. Elle s'accroche de toutes ses forces et descend doucement le long de l'arbre. Une fois au sol, elle se met à courir à toute vitesse vers la rue principale, en espérant trouver un endroit sûr. Les policiers arrivent quelques minutes après. Essoufflés, elle leur explique tout et ils montent vérifier l'appartement. L'homme a disparu, mais ils arrivent effectivement à trouver des traces de sa tentative d'effraction. Depuis cette nuit-là, Lana ne se sent plus jamais en sécurité. Elle a fait installer des serrures supplémentaires et des caméras de sécurité. Mais la peur reste là, comme une ombre, lui rappelant sans cesse que le danger peut surgir n'importe quand. Et c'est comme ça que cette nuit terrifiante a changé sa vie à jamais, lui rappelant que même si tu te crois chez toi, eh bien, t'es pas si en sécurité que ça. Voilà les petits potes, j'espère que vous avez apprécié ces threads d'horreur. Si c'est le cas, vous connaissez, un petit pouce bleu et un abonnement. Si jamais vous en voulez plus, eh bien je vous invite à cliquer sur l'une de ces 2 vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.